Pour suivre Fertile Mag, cliquez sur s'abonner et n'hésitez pas à liker nos vidéos en cliquant sur le petit pouce. Bonjour, je m'appelle Raphaël Gage, je suis médecin obstétricien et je me suis spécialisé plus particulièrement en PMA depuis de nombreuses années, on peut dire même depuis le commencement de la PMA, puisque j'ai même suivi les premiers stages organisés par le professeur Friedman à l'hôpital Béclair à Clamart, parce que je me suis passionné d'emblée vers la PMA, parce que c'est parti d'une discussion avec un de mes amis, un de mes collègues internes. Nous étions à l'internat et nous avons parlé du traitement de la stérilité tubaire. Et à l'époque, la stérilité tubaire, on l'a traitée par microchirurgie. On opérait les trompes, on reconstituait les trompes, qu'elles aient été infectées ou voire sectionnées à la suite d'une intervention chirurgicale. Et on s'est passionné justement pour cette microchirurgie, mais d'emblée. Surtout que les trompes étaient souvent infectées, j'avais pressenti que cette technique de reconstituer les trompes de manière minutieuse, qui me donnait de bons résultats, mais qui n'était pas excellent. Et j'avais lu le papier d'Edwards et Steptoe pour la première fécondation en 1978, la première naissance, et j'avais pensé que l'avenir était dans la PMA, c'est-à-dire dans le traitement de la fécondation à l'extérieur du corps humain. Ce qui est important, c'est de connaître leur demande, je la devine, et c'est de pouvoir satisfaire cette demande. Alors bien sûr, mais moi j'ai toujours été passionné par les ovocytes, ça a été tout un... si vous voulez, c'est un rêve. Hein. Bon là, actuellement, on dit, bon, on prend les ovocytes, mais moi, en 80, quand on imaginait prendre des ovocytes, on ne savait même pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était qu'un ovocyte. C'est le professeur Testard qui m'avait dit, bon, ben écoutez, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un ovocyte, allez disséquer des souris, stimulez-les. Il m'avait donné le protocole de stimulation des souris et il m'avait dit, voilà, vous allez disséquer les œufs de souris. Les ovocytes de souris sont plus petits que les ovocytes humains, et ainsi vous allez vous faire une meilleure idée. Mais c'était vraiment artisanal, c'était un rêve en quelque sorte au début. C'est souvent des stérilités inexpliquées qui viennent consulter. Il y a aussi, si j'ose dire, des stérilités un peu désespérées. Ce sont des femmes qui avoisinent la quarantaine et où il y a une insuffisance ovarienne profonde. Et malheureusement, là, pour le moment, on ne peut pas créer des ovocytes. Peut-être qu'un jour, avec les cellules souches, on arrivera à créer des ovocytes. Alors, il y a plusieurs techniques en cours dans différents centres, mais qui n'ont pas fait encore leurs preuves. Je me soucie souvent peu du taux de réussite, parce que je constate qu'on a pas mal de réussites, et puis ce qui est intéressant, c'est d'avoir des réussites dans les cas difficiles. Si on prend un couple ou jeune, où la stérilité est dite inexpliquée, en général, ça marche assez bien, rapidement. Par contre, si on prend des infertilités où il y a une importante azoospermie, ou au contraire une insuffisance ovarienne majeure, et puis qu'on fait la PMA, qu'on prélève juste un ou deux follicules, deux ovocytes, et qu'on a un résultat, alors là, c'est formidable.
Notre taux de réussite, il est, si c'est pas moi qui tiens cette comptabilité, c'est pour ça, mais il doit être satisfaisant parce que je me réjouis chaque jour des patients qui reviennent avec un test de grossesse positif. Il doit avoisiner entre les 25 à 30%. Alors certes, vous allez me dire, c'est pas énorme. Mais, parce qu'on aimerait bien que ce soit au moins du 50% ou voire du 100% si ça pouvait être possible. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Alors bien sûr, on bute sur des phénomènes de, de réimplantation, sur les échecs de la réimplantation. Parfois, pour améliorer la qualité embryonnaire, on n'a pas des qualités embryonnaires terribles, alors qu'on a des ovocytes, qu'on a une bonne fécondation, qu'on pratique l'ICSI, etc. Mais malheureusement, on n'a pas souvent, on a des fois des embryons de mauvaise qualité. Et c'est ça qui est difficile à gérer parce qu'on n'a pas d'autre solution dans l'état actuel de nos connaissances pour améliorer la qualité ovocytaire. La PMA est en elle-même une grande avancée dans le traitement de l'infertilité. Donc la plus grande avancée, c'est surtout peut-être l'ICSI. L'ICSI, parce qu'au début de la PMA, c'est vrai, on avait des échecs de fécondation. Souvent, il n'y avait pas de fécondation. Alors est-ce que c'était dû à notre inexpérience, ces échecs de fécondation, ou au contraire, après on s'est aperçu que c'était dû à l'absence de fécondation de l'ovocyte par le spermatozoïde. Et là, c'est vrai que ça a été, que l'ICSI, l'idée d'injecter, d'ailleurs qui a été découverte de manière très fortuite, l'idée d'injecter un spermatozoïde directement dans l'ovocyte a été une avancée dans la PMA et a augmenté les taux de réussite de manière substantielle. Je suis fier, moi, chaque fois que je réussis à obtenir une grossesse, lorsque le cas a été difficile en plus. Vous voyez, c'est le cas où on a un seul follicule, un seul ovocyte, on sait que les chances sont quasi nulles, on y va, et puis on a un seul embryon qu'on réimplante et on a une grossesse. Alors ça arrive, hein, j'ai plusieurs cas comme ça, ou alors 2 ovocytes, un seul embryon réimplanté, grossesse, dans les cas difficiles. Ou c'est des cas qui avaient été récusés. C'est une patiente qui est venue de Guyane. Qui est venue de Guyane pour un problème de fécondation. Elle avait envoyé son dossier dans les centres parisiens et bien sûr sur le dosage de FSH, etc. Ils avaient récusé sa demande. Elle est venue, donc on a fait un traitement, mais alors elle était de passage ici, parce qu'après elle allait dans les îles Wallis et Futuna. Vous voyez, elle était enseignante, elle allait dans les îles Wallis et Futuna. On a fait un traitement, en effet, sa FSH était du moins très élevé. À l'époque, on ne faisait pas l'HAM, mais bon, elle avait une insuffisance ovarienne majeure. On a fait un traitement, simple d'ailleurs. Et on a ponctionné, je crois qu'on a eu 2 ovocytes, un seul embryon, une grossesse, et elle est allée accoucher à Wallis et Futuna, et c'est un de mes collègues qui est parti, qui a habité un jour en discutant, il m'a dit « mais j'ai accouché une patiente qui venait de Besançon, il était gynécologue à Wallis et Futuna, et il a accouché. » Alors, donc voilà, ça a été une des circonstances. Des cas difficiles, bien sûr, qui ont permis ça a été des grandes joies, parce que c'était de donner... Si vous voulez, quand quelqu'un est donné perdant, je suis joueur de tennis et j'ai un principe. Quand la balle
de tennis est perdue. Des fois, on a une balle, on se dit ça vaut pas le coup d'aller la chercher parce qu'on va se faire mal, on va pas. Eh bien, il faut aller la chercher, la balle. La balle, là, où on sait qu'on va la louper à tous les coups, ben, il faut la jouer parce qu'on la joue et c'est là où on fait le point gagnant. Parce que l'adversaire s'imagine que bon, on va pas la reprendre, le coup est trop beau et c'est à ce moment-là qu'il se déconcentre et c'est à ce moment-là où on marque le point. Eh bien, j'ai un peu ce tempérament quand je traite. Je me dis, on va jouer, même si c'est perdu, si apparemment c'est... Et chaque fois qu'on a joué comme ça, sur plusieurs, hein, je pourrais dire même des centaines de cas, des cas difficiles. Et donc vous posiez la question, quand est-ce que je me réjouissais et j'étais le plus heureux, et ben c'était dans ces cas-là, où là je suis vraiment... c'est le bonheur. Je voudrais qu'on s'adapte quand même aux lois des pays européens, quand même, la Belgique, l'Espagne, qu'on puisse, qu'on puisse pratiquer les dons d'ovules, parce que ça, puisqu'on est obligé d'envoyer nos patientes, quand je vois surtout avec l'histoire du Covid, hein, entre les avions à prendre, les servitudes, vraiment, c'est le parcours du combattant. Déjà, bon, ces personnes sont accablées parce qu'elles veulent, elles vont chercher un don d'ovocytes à l'extérieur, alors qu'en France, on pourrait. Alors, bien sûr, c'est. Disons, bien sûr, en France, j'allais dire, il y a un côté noble. C'est-à-dire, on veut que le don d'ovocytes soit anonyme, bien sûr, et gratuit. On ne peut pas reprocher ce côté. Mais malheureusement, on voit que ça ne fonctionne pas bien. Donc il faut trouver des systèmes qui se rapprochent des autres pays où le don d'ovocytes marche bien. En Espagne, par exemple, il y a beaucoup de cliniques, beaucoup de résultats. Hein. Puis même en Tchécoslovaquie, je crois, en Belgique aussi. Donc bien sûr, il faudrait que les lois changent. Je pense qu'il y a pas mal de... Là, actuellement, il y a le changement pour les mères célibataires, enfin, la loi qui devait passer, je ne sais pas si elle va passer. Alors après, ça, c'est des questions d'éthique où je ne m'introduirai pas, vous voyez, parce que il faudrait que nos autorités de tutelle nous disent, que nos autorités de tutelle nous disent exactement ce qu'il faut faire, parce qu'on a l'impression des fois d'être à côté de la loi alors qu'on veut rendre service à notre prochain. C'est ça qui est un petit peu désobligeant. Vous voyez, il faudrait que les autorités nous disent voilà, il faut faire comme ci, comme ça, et qu'on n'ait pas à se poser des questions. Nous, on est médecins, ce qu'on veut, c'est la vie. Puis quand on sait que la vie est courte, et que la vie, c'est beaucoup et c'est rien. La vie, c'est rien. Hein, regardez une vie comme ça passe vite. Ça passe super vite. Alors on va embêter les gens, les tracasseries, on se fait des complications pas possibles pour rien, parce que finalement on va terminer comme, ça me revient, la terre s'en trouve, un peu de chair y tombe, et sur tant de vanité, l'herbe folle croît éternellement. Finalement, on est ça. Alors donc, on voit pas les gens ont envie d'avoir un enfant, et ben il faut leur donner il faut leur donner accéder à leurs désirs et les aider. Tout ce qui concourt à la vie, eh ben il faut le favoriser. Voilà. C'est mon désir de continuer, parce que c'est vrai que j'arrive pas à me séparer, à couper le cordon ombilical avec le métier. Hein, donc bien sûr, ça s'atténue, je travaille moins qu'avant. Hein, mais ça reste un peu du même domaine. C'est vrai que certains de mes enfants, famille, mes amis me disent mais tu devrais t'arrêter, je prends même des gardes. Vous voyez, j'étais de garde cette nuit.
La nuit d'avant, je sors de garde de ce matin. Oui, j'ai consulté toute la journée jusqu'à maintenant. Et puis, voilà. Donc, mais la garde, certains disent, ah, bon, enfin, j'ai la chance d'avoir de la santé. Pour le moment, on ne sait pas. Vous savez que tout malade, tout bien portant est un malade qui s'ignore. C'est pas du jour au lendemain, on peut être malade et bien sûr ne pas avoir le punch, l'énergie pour assumer tout ça. Mais je sais qu'actuellement, bon, si j'ose dire, je me vivifie en travaillant.